En tous les cas, le sujet qui m'a été confié donc sur les défis de l'offre d'indemnisation porte, me semble-t-il, très bien son nom. Vu d'un amphithéâtre, d'une salle de cours, la procédure d'indemnisation peut passer pour quelque chose d'assez finalement facile à mettre en œuvre, un ensemble de procédures qui sont prévues par les textes, qui ont été aménagés par la jurisprudence, mais l'avocat que je suis et qui conseille habituellement des compagnies d'assurance, c'est d'ailleurs plus qu'une habitude, c'est quasiment systématique, constate donc dans son exercice que la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation et donc de ces procédures d'offre pose des problèmes aigus, des enjeux importants auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans notre exercice. Alors, pourquoi une offre d'indemnisation? Enfin, pourquoi une procédure d'offre? C'est parce que ça n'existait pas auparavant et que le législateur a souhaité accélérer le règlement des dossiers d'accident de la circulation. Il a donc prévu une procédure d'indemnisation amiable qui, notamment, prévoit et impose à l'assureur l'obligation de formuler deux offres, une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de 8 mois qui court à compter de la date de l'accident, puis une offre d'indemnisation définitive dans le délai de 5 mois qui court à compter de la date de consolidation. Alors, il y a un troisième délai qu'Aurélie Covio aime beaucoup, c'est le délai de 3 mois lorsque il y a une demande d'indemnisation, mais je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose que l'on ne rencontre pas très souvent dans notre exercice professionnel. J'en pourrais en dire quelques mots si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, la difficulté, évidemment, c'est que le texte ne donne à l'assureur aucune possibilité pour aménager ces délais. Il doit en tenir compte impérativement. Ces obligations sont donc insérées dans ces délais de 8 mois et de 5 mois. La jurisprudence est venue rendre les choses un petit peu plus difficiles en ce sens qu'elle impose à l'assureur non seulement de faire des offres, mais des offres qui doivent être détaillées et qui doivent être suffisantes, qu'il s'agisse tant de l'offre provisionnelle que de l'offre définitive. Alors, s'agissant de l'offre définitive, on comprend assez facilement qu'effectivement, pour que un dossier puisse être réglé ou en tout état de cause, pour que le destinataire de l'offre puisse décider en toute connaissance de ce qu'il allait décider, il convenait effectivement que tous les éléments du préjudice soient indemnisés. Au niveau de l'offre provisionnelle, c'est un peu plus discutable, me semble-t-il, mais c'est l'état du droit. Et pour moi, le fait d'imposer à un assureur de faire une offre provisionnelle détaillée sonne un peu comme un oxymore à nos oreilles, parce que par définition, quand on peut détailler, c'est qu'on est en capacité, j'allais dire, de tout chiffrer, et quand on ne peut pas détailler, inversement, on ne peut se contenter que de faire des provisions. Donc cette obligation, si vous voulez, constitue souvent pour les assureurs un réel danger de proposer des sommes qui pourraient être considérées comme insuffisantes ou incomplètes lorsqu'elles sont examinées rétrospectivement par le juge. Ça nous impose donc effectivement la plus grande prudence au niveau de la rédaction de l'offre provisionnelle. La difficulté supplémentaire, c'est que quand vous faites une offre provisionnelle, je dirais un peu trivialement, vous n'avez pas forcément la main sur les éléments. C'est-à-dire que dans un délai de 8 mois, vous pouvez être confronté à des situations qui sont extrêmement différentes. Vous pouvez avoir des dossiers dans lesquels vous avez déjà obtenu un rapport médical qui peut être bien rédigé, un certain nombre d'éléments parce que le questionnaire médical a été renseigné par la victime, et donc une première créance de caisse, des informations sur la situation professionnelle de la victime, et donc vous pouvez être en capacité de commencer à apprécier vraiment poste par poste ce qui peut être considéré comme le prélude à une indemnisation définitive. Mais ça, ce n'est pas vrai dans tous les dossiers. Vous avez également des dossiers, vous avez des situations qui sont, j'allais dire, à rebours de celle-ci. Vous n'avez même pas connaissance de la procédure d'enquête, tout simplement parce qu'elle ne vous a pas été transmise par TransPV, ou parce qu'elle a été incomplète, ou tout simplement parce qu'elle est encore en cours, ou tout simplement parce que vous avez une procédure d'instruction qui fait que vous n'avez pas accès au dossier. Donc vous êtes en tant qu'assureur tenu dans un délai de 8 mois de faire une offre provisionnelle détaillée, mais vous pouvez être confronté à des situations dans lesquelles vous n'avez quasiment pas d'éléments pour évaluer les chefs de préjudice futurs, tout simplement pour les motifs que je vous ai indiqués. Aussi, alors on peut en inventer, enfin en imaginer d'autres, enfin on les constate dans notre exercice. Vous pouvez aussi avoir l'hypothèse de la victime qui a mieux à faire peut-être que de répondre à des demandes et qui préfère se concentrer sur le soin, sur son rétablissement, et qui dira je vous répondrai plus tard parce que c'est pas ma priorité. Nonobstant ces circonstances, il faut faire une offre détaillée, et mon conseil, ma préconisation vis-à-vis des assureurs,
c'est de leur dire soyez didactiques. C'est-à-dire que quand vous faites une offre détaillée, expliquez ce que vous avez dans votre dossier pour pas pouvoir, pour que plus tard, on ne puisse pas vous reprocher d'avoir fait une offre insuffisante. Dites-le parce que quand on regarde 2, 3, 4, 5 ans après un dossier, surtout s'il a une certaine gravité, on peut, comparativement à ce qui a été, par simple contraste en quelque sorte, à ce qui a été offert par l'assureur, dire, mais enfin, les sommes qui ont été offertes sont absolument ridicules. Sauf qu'à l'époque, si vous vous placez au moment des faits, bah, vous ne saviez pas que le Glasgow, qui était peut-être à 7 ou 8, allait finalement masquer un traumatisme crânien qui s'est avéré beaucoup plus grave que l'on pouvait l'imaginer. Et la situation qui était celle que vous aviez examinée à un moment donné n'est pas celle que vous constatez plusieurs années plus tard. Donc, il est nécessaire donc, pour les assureurs de prendre en compte ces risques et donc d'être extrêmement pédagogues et de préciser dans leur offre d'indemnisation, en tous les cas, c'est ce que moi je leur conseille, les éléments sur lesquels ils se fondent pour formuler une offre provisionnelle. Et la jurisprudence nous y aide un petit peu, puisque, en ce sens, puisqu'elle le rappelle, enfin là, il y a encore, je communiquerai mon support plus tard, mais la jurisprudence rappelle que le caractère suffisant de l'offre doit être apprécié au moment où l'offre est faite, et non pas en fonction des indemnités qui peuvent être offertes postérieurement et de l'évolution du dossier. Donc, si vous êtes en capacité de démontrer qu'au moment où vous avez fait l'offre, vous avez bien pris en compte tous les éléments du préjudice indemnisable, vous pouvez espérer échapper à une demande éventuelle de pénalité qui pourrait être sollicitée. Il y a un deuxième élément qui vient un petit peu en renfort des assureurs, enfin de cette problématique-là, pour essayer de la solutionner, c'est que la jurisprudence valide le principe des offres successives. Vous pouvez faire une première offre d'indemnisation provisionnelle et puis rentrer des éléments supplémentaires et en faire une deuxième. Et là aussi, la Cour de cassation a pris clairement position. Elle estime que l'offre provisionnelle peut résulter non pas de la première, mais de la deuxième offre. Alors, si effectivement cette offre est faite hors délai, la sanction pourra s'appliquer, mais enfin, elle s'arrêtera au moins à la date de l'offre et elle aura pour assiette le montant de l'offre qui est faite. Voilà donc les éléments sur lesquels on peut se baser pour essayer de conseiller utilement nos clients, sachant qu'il est impératif de leur rappeler et il est impératif d'éviter de faire des propositions qui consistent uniquement à verser des provisions, c'est-à-dire à faire régulariser de simples quittances provisionnelles, puisque la Cour de cassation considère qu'effectivement le simple fait pour un assureur de justifier du versement d'une indemnité provisionnelle n'est pas de nature à répondre aux exigences de la procédure d'offre. Ce que veut en substance sanctionner la Cour, si vous voulez, c'est la pratique qui a pu exister pendant un certain temps, qui consistait à faire signer des quittances à des victimes en se disant, ben voilà, quittance ce chèque, vous réglez les choses, et puis il n'y a pas de sanction possible puisque vous avez perçu une provision. Non, la procédure d'offre, c'est une véritable procédure, ce n'est pas uniquement, et ça ne doit d'ailleurs en être que la conséquence, le règlement d'une indemnité. Ça, c'est une des difficultés auxquelles nous sommes véritablement confrontés dans nos exercices et sur lesquels comment dirais-je, nous sommes de plus en plus sollicités par les assureurs qui nous demandent de bien vouloir les aider dans ces procédures-là qui, pour nous, sont évidemment des questions délicates pour les raisons que je vous avais indiquées, à raison précisément du caractère éminemment fluctuant des informations que l'on peut avoir en fonction des dossiers. Un autre élément qui vient quand même un petit peu aider les assureurs, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que la Cour de cassation a considéré que le juge n'a pas à rechercher d'office si l'offre qui est formulée est une offre suffisante ou ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation, dès lors que cela n'est pas contesté par la victime, de venir vérifier si les offres ont été faites dans les délais et revêtent à la fois un caractère détaillé, complet et suffisant. Pardon, il y a un... Non, merci. Par ailleurs, la Cour de cassation considère également que lorsque des offres ont été faites par l'assureur, le juge doit, à l'inverse de ce que je vous indiquais, vérifier si les offres successives revêtent ou ne revêtent pas un caractère insuffisant et incomplet avant éventuellement d'appliquer une sanction, la sanction prévue par l'article L211-13 du Code des assurances. Autre situation à laquelle nous pouvons effectivement être confrontés,
c'est l'hypothèse des expertises successives. Vous avez certainement vu des dossiers dans lesquels vous avez une premier rapport d'expertise judiciaire ou amiable hein, qui est déposé et qui peut être contesté, qui va donner lieu à une seconde expertise plusieurs années après, judiciaire, généralement, qui peut elle-même parfois donner lieu à une troisième expertise. On a parfois des expertises successives ou des compléments d'expertise. Ce n'est jamais un cheminement linéaire et simple, et donc des rapports qui viennent un petit peu se succéder les uns aux autres. La Cour de cassation considère que dès lors que l'assureur, dans le cadre du premier rapport d'expertise judiciaire, a formulé une offre d'indemnisation qui était suffisante, il n'est pas tenu d'en formuler d'autres dans le cadre des expertises successives. C'est-à-dire que dès lors qu'il a fait, entre guillemets, le travail, il n'est pas obligé de réitérer une nouvelle offre, ce qui ne lui interdit pas de faire et ce qu'il fait en pratique, mais on ne pourra pas en quelque sorte lui faire grief à la suite d'un second rapport de ne pas avoir formulé d'offre suffisante, mais à la condition que l'offre qu'il a faite à l'issue du premier rapport d'expertise l'ait elle-même été. À défaut, évidemment, il sera sanctionné. Voilà un petit peu, si vous voulez, la problématique de l'offre. C'est également les difficultés que l'on rencontre, j'allais dire, plus spécifiquement dans le cadre de la procédure d'offre définitive, qui impliquent que l'assureur ait préalablement réuni un certain nombre d'informations. Il doit, vous le savez, demander aux tiers payeurs de produire leurs créances, et puis il doit également interroger les victimes pour qu'elles lui communiquent un certain nombre d'informations. Et pendant des années, il y avait une pratique qui était tolérée, qui était admise en jurisprudence et qui ne donnait pas lieu à de véritables sanctions, qui consistait pour les assureurs à mentionner un certain nombre de postes pour mémoire, en se disant, bah, écoutez, on a demandé des éléments, on ne les a pas, donc on ne peut pas chiffrer ces chefs de préjudice, donc on fait une offre sur les postes sur lesquels on a les éléments. Les postes extra-patrimoniaux, c'est relativement objectif. Peut-être certains postes patrimoniaux pour lesquels on a les créances ou les justificatifs de dépenses, etc. Et puis pour le reste, on va le mettre en mémoire, on verra ça plus tard. La Cour de cassation a sanctionné de façon, j'allais dire, radicale, et les cours d'appel aussi maintenant ont embrayé ces pratiques. On ne peut plus mettre, un assureur ne peut plus mettre des postes en mémoire dans son offre d'indemnisation. Il doit impérativement passer par la procédure d'information ou de renseignement de l'article R211-39 du Code des assurances, qui lui impose donc, en respectant un certain formalisme, de demander donc à la victime un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations au regard desquelles il pourra chiffrer son indemnisation. L'intérêt pour l'assureur, c'est que cette demande va suspendre le délai d'offre. C'est prévu par la disposition des articles R211-37 et suivants. Hein, je vous y renvoie, je ne vais pas vous en livrer le détail. Il me semble que l'important, c'est surtout de faire passer l'information et lui évitera donc une éventuelle sanction. Ça donne lieu aujourd'hui de la part des assureurs à une prise en compte, je crois, qui est réelle, mais néanmoins, nous travaillons encore sur des dossiers dans lesquels ces pratiques n'avaient pas été toujours intégrées, et nous constatons dans notre exercice professionnel, enfin en tous les cas, je le constate, qu'il y a effectivement encore des dossiers qui traînent dans lesquels les offres sont faites pour mémoire, et à l'époque, lorsque cela a été fait, une fois de plus, cela ne dérangeait personne, mais la Cour de cassation y a mis un terme. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, la procédure d'offre, c'est un véritable défi. C'est un défi d'autant plus complexe que l'indemnisation du préjudice corporel s'est elle-même densifiée. C'est une matière riche, c'est une matière par essence évolutive. Donc, il faut quand même toujours avoir un regard un peu prospectif. Il faut imaginer ce que pourra être demain pour pouvoir, quand on fait une offre d'indemnisation, éviter, si vous voulez, les nombreux pièges qui peuvent se présenter à un assureur et s'inscrire, j'allais dire, à la fois au plus près des textes, c'est-à-dire véritablement être au plus juste de ce que prévoient les dispositions des articles R211 et suivants sur la mise en œuvre de ces procédures, et d'autre part, faire un effort évidemment vis-à-vis des victimes en s'adressant à elles pour leur demander les éléments dont on a impérativement besoin pour formuler des offres
qui soit véritablement définitive. J'ajouterais que se pose également la question de l'offre et du défi de l'offre se pose également du point de vue de la question de réduction du droit à indemnisation ou de l'exclusion du droit à indemnisation, puisque si un assureur peut effectivement contester le droit à indemnisation d'une victime, en tout ou pour partie, il le fait à ses risques et périls. Donc je vous laisse imaginer, pour nous, quand nous sommes interrogés sur un dossier, les problèmes que cela peut entraîner, puisque quand vous décidez de faire une offre en retenant une réduction du droit à indemnisation, si cette réduction du droit à indemnisation n'est pas retenue parce que le tribunal estime que la victime n'a pas commis de faute ou si elle n'est pas retenue dans les proportions que le souhaitait l'assureur, cette offre risque alors d'être considérée comme manifestement insuffisante et engager dès lors l'application des dispositions de l'article 211-13 sur le doublement des intérêts légaux, ce qui d'une certaine manière, nous l'évoquions tout à l'heure incidemment, peut mener à ruiner en quelque sorte la réduction des droits à indemnisation, plus exactement la vide de son contenu, puisque les conséquences économiques attachées aux pénalités ont parfois une incidence financière plus lourde que la réduction des droits à indemnisation, que les conséquences de la réduction du droit à indemnisation sur l'indemnité de droit commun. Voilà, donc c'était effectivement un très bon titre que ce défi. Je l'ai peut-être abordé sous un angle assurantiel, mais comme c'est mon exercice professionnel, je vois les choses du point de vue des difficultés de la mise en œuvre de ces textes. Si vous avez des questions, je m'efforcerai d'y répondre bien volontiers.